Alors les amis, Marine Le Pen était hier l'invitée de Darius Rochebin sur LCI. On avait entendu ce journaliste en plus qui avait posé des questions qui titillaient un petit peu Monsieur Bayrou, Premier ministre. Mais là, cette fois-ci, on a Darius Rochebin avec Marine Le Pen. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté d'ailleurs la députée Marine Le Pen. On va écouter les petits sujets à gauche à droite. C'est parti les amis. Hein. C'est vrai que ça dure 1h15, mais vous inquiétez pas les mecs, avec moi ça va passer crème. T'inquiète. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. T'inquiète. C'est ici le premier entretien télévisé depuis la mort de votre père. Chacune ou chacun qui connaît un jour cette épreuve peut mesurer ce que ça signifie. En plus, pour vous, avec une dimension politique, comment l'avez-vous traversé ? Ah ouais, le daron direct. Vous savez, quand on a des parents qui sont âgés, on pense toujours être préparé en quelque sorte. Et en réalité, on ne l'est pas. Voilà, donc on est un peu fauché par le chagrin et puis on gère le vide que crée la disparition de votre père ou de votre mère. Moi, ce qui m'a plutôt agréablement surprise dans cette séquence, c'est que j'ai trouvé qu'à part l'extrême gauche, mais ça c'est toujours l'exception de la vie politique française, l'ensemble de la classe politique s'était comporté de manière digne. Et c'est plutôt rassurant qu'au-delà du fait d'être des adversaires politiques, il y a des moments qui sont considérés comme sacrés et où on baisse un peu les armes de l'adversité. J'ai trouvé ça rassurant sur l'état de notre classe politique, pour finir. On a revu beaucoup d'archives. L'attentat contre votre domicile en 1976, vous êtes enfant. Les coups reçus, les coups donnés, ce chaudron politique d'un demi-siècle, est-ce que ça vous a durci ? Oui, certainement. Enfin, je veux dire, ça a contribué à faire de moi qui je suis, à façonner mon caractère. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est façonné dans une adversité qui était beaucoup plus importante il y a quelques décennies qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que ça rend méfiante ? Tu vois, là, dans la citation, il y a marqué... Non, mais tu vois, c'est ça qui me plaît pas avec Marine Le Pen. À part l'extrême gauche, l'ensemble de la classe politique a été digne et c'est rassurant. Même moi, j'étais déçu du tweet de Mélenchon sur Jean-Marie Le Pen. Même Mélenchon, il a été respectueux sur le décès de Jean-Marie Le Pen. Tu vois ? Moi, je comprends pas. Franchement, Marine Le Pen, toujours là à tacler ses adversaires, alors que pour une fois que ses adversaires étaient un peu dignes dans le respect au moins du deuil, Marine Le Pen décide de tacler ses adversaires quand même. Bref. Beaucoup plus importante il y a quelques décennies qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que ça rend méfiante ? Non, je crois pas. Je crois pas être quelqu'un de méfiant. Aussi, mais ça apprend à encaisser. Or, en politique, c'est important d'être capable d'encaisser les coups durs, de s'en relever et de se rappeler toujours qu'on ne se bat pas pour soi-même, mais qu'on se bat pour des millions de gens qui attendent et espèrent, après les solutions que vous portez. Lieu commun des commentateurs, dans un sens ou dans l'autre, ça vous a rediabolisé ou dédiabolisé ? Qu'est-ce que vous en dites vous-même ? Bon, rien, ni l'un ni l'autre. Enfin, ça n'a aucune influence sur tout ça. On cherche toujours à tirer des conséquences ou des conclusions d'un événement comme celui-là, je crois. Rien du tout, en fait. Est-ce que ça vous a changé ? C'est un peu tôt pour vous le dire. Il est un peu tôt pour vous le dire. Vous savez que j'avais, non pas affectivement, mais politiquement pris mes distances, et que je n'ai jamais caché les désaccords que je pouvais avoir avec mon père. Donc, je veux dire, cette construction de la femme politique que je suis, non pas contre lui, non pas sous sa coupe, mais vraiment de manière... Je sais pas pourquoi les gars, mais j'aime bien Darius Rochebin. Méfiez-vous des apparences les mecs. Attention aux commentaires comme ça. Attention aux journalistes les gars. Attention. Le monde du journaliste est un monde ténébreux les gars. Faut pas donner du clout à aucun journaliste les gars. Attention. Différencier date pas d'hier en réalité. Elle s'est construite au fur et à mesure du temps et en fait j'ai cet avantage que les Français me connaissent depuis très longtemps. Je pense que la première fois où ils m'ont vu à la télévision, je devais avoir 5 ans, donc ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu grandir politiquement. Je pense qu'ils me connaissent plutôt bien par rapport à d'autres responsables politiques. Marine Le Pen, si vous le voulez bien, on reviendra à la fin sur un aspect personnel. Évidemment, on a un peu de temps et je vous en remercie. À ce qui paraît, c'est un pointeur. Attends, on va rentrer dans la politique. On va rentrer. Voilà, la submersion, des millions de Français le disent. On va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet. Immersion migratoire, c'est pas ce que c'est. Madame, vous êtes sévère sur François Bayrou. En réalité, on a l'impression qu'il a été plutôt avec vous respectueux, de manière assez constante et assez ancienne. Oui, mais
j'ai envie de dire, je ne veux pas lui retirer cette qualité, hein, bien au contraire. Mais ce qui est dramatique, c'est que ça devienne une exception dans la vie politique française. Enfin, je veux dire, faire de la politique n'empêche pas d'être courtois, d'être respectueux, d'être poli. C'est un peu l'influence de l'extrême gauche qui fait que, avec leur théorie de la conflictualisation, il faut considérer les adversaires comme des ennemis. L'extrême droite a bien tapé. Il faut user. Non, mais d'accord, mais user de l'insulte, de l'injure, de l'indécence même parfois. Moi, je veux dire, Monsieur Bayrou a un côté très français, en ce sens qu'il est un homme courtois, il est un homme poli, et il mène sa vie politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses idées politiques ne sont pas les miennes, et que nous nous sommes combattus d'ailleurs plusieurs fois sur des plateaux de télévision pendant des années, et nous ne nous sommes pas rapprochés sur le plan politique. Maintenant, il se rapproche de notre constat. Il est allé quand même très loin. Il vous a donné son parrainage à la présidentielle quand vous paraissiez en danger, sans épouser vos idées. Mais enfin, quand même, c'est assez rare de faire ce type d'acte. Qu'est-ce que ça dit à vos yeux? C'est-à-dire, c'est plus que des rapports courtois. C'est un homme de principe. C'est un homme qui a des je crois que c'est un homme qui a des principes. Or, le principe du principe, c'est qu'il s'applique y compris au bénéfice de votre adversaire. Et c'est là où, encore une fois, pardon d'y revenir, mais c'est là où la gauche, contaminée par l'extrême gauche, a perdu toute notion de cela. C'est-à-dire qu'ils défendent des principes, mais en réalité, ils refusent d'en faire bénéficier leurs adversaires. Ils ne les défendent que quand ces principes sont à leur propre bénéfice. Monsieur Bayrou, que ce soit dans l'affaire du procès, que ce soit dans l'affaire des parrainages, il a des principes. Il a des principes, et ça ne le choque pas qu'en défendant ces principes puissent bénéficier à ses adversaires. Je partage ces principes, et je m'applique cette règle. Donc elle ne me paraît pas ahurissante, mais c'est vrai qu'elle finit par devenir un peu exceptionnelle dans la vie politique française. Un peu saugrenue en politique, mais on a le droit d'avoir des sympathies ou des antipathies. Est-ce que vous l'aimez bien ? Je n'ai pas d'antipathie pour François Bayrou. Encore une fois, je l'ai croisé sur des plateaux de télévision à de multiples reprises, depuis 2002. Et donc ça commence à dater. C'est des anciens, j'ai quand même, toujours vu un homme qui, hein. encore une fois, avait une manière courtoise de défendre, et parfois cash un peu d'ailleurs. Hein, il n'est pas incapable d'être cash, François Bayrou. Mais le problème, c'est qu'au-delà des mots, et c'est évidemment le reproche majeur que je lui fais, en fait, il y a zéro acte. Enfin, on le voit dans le budget. Alors, on va reparler y reviendra. On va parler exactement. Je veux dire, il ne se passe rien, en fait. Si on reste à ces déclarations, il va aussi très loin en prenant votre défense. Maintenant qu'il est Premier ministre, ça change quand même pas mal. Il dit, dans l'affaire des assistants parlementaires européens, en gros, il prend clairement votre parti contre le réquisitoire. Est-ce que vous lui en êtes reconnaissant ? Après, n'oublions pas quand même, les gars, que le MoDem et François Bayrou ont aussi été traduits en justice par rapport à des soupçons, un peu pareil avec Marine Le Pen, mais des soupçons d'emploi fictif aussi, quoi, hein, ou de détournement d'argent. Donc, non, mais je n'ai pas, encore une fois, de reconnaissance personnelle à avoir à son égard. Je suis reconnaissante aux responsables politiques qui défendent les principes. Or, il y a des principes qui, je crois, ont été bafoués dans cette affaire des assistants parlementaires. Mais il n'y en a pas beaucoup comme lui qui vont jusqu'à aller à votre secours en étant en plus, cette fois, aux affaires. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est une de ses qualités. Il est capable de prendre des positions, de ne pas en changer, et de ne pas en changer en fonction des responsabilités qu'il occupe. Mais il faut aller au bout de cela. Cette affaire, le 31 mars, il y a ce réquisitoire où vous risquez beaucoup, c'est-à-dire en particulier l'inéligibilité. Est-ce que vous vivez avec cette idée que peut-être... C'est bientôt, les mecs, hein. Enfin, bientôt, non, on est bientôt au mois de février, mais je crois que c'est au mois de mars. Les gars, la décision finale. La candidature 2027 peut vous être barrée. Ouh là 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 là. Non, je ne vis pas avec cette idée. Elle existe. Le réquisitoire peut amener à ça. Il existe. C'est un peu souvent plus, l'habitude de dire, je peux passer sous un camion demain. C'est un peu plus concret que ça. La décision de justice peut avoir lieu. Écoutez, moi, je n'imagine pas, peut-être ai-je tort d'ailleurs, hein, mais je n'imagine pas en réalité, pour une affaire sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais où il n'y a pas eu, encore une fois, d'enrichissement personnel, où mais la justice est telle qu'elle est. Le fond est très contestable, etc. Je n'imagine pas que des magistrats décident de priver le peuple français de se choisir leur candidat à la présidentielle. Je ne l'imagine pas. Qu'est-ce que ça représenterait selon vous ? Ça représenterait une atteinte très grave à la démocratie, bien sûr. Parce que je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est un peu compliqué. Explique-nous quand même, parce que Madame Le Pen et ses potes du RN, ils parlent de justice. La justice doit être implacable. Implacable, c'est tout le temps le mot qui ressort de leur bouche, sauf quand la justice s'attaque à Marine Le Pen. C'est n'importe quoi. C'est une belle leçon d'hypocrisie politique, quoi, en quelque sorte. Ces histoires juridiques, mais l'inéligibilité avec exécution provisoire, en réalité, empêche de se présenter avant même
de pouvoir faire appel. C'est-à-dire que dans tous nos principes de droit pénal, y compris maintenant en matière criminelle, quand on est condamné, on peut faire appel. Et cela suspend, en réalité, la condamnation qui est intervenue. Et là, ce serait le seul cas... l'application de la loi. Ce serait le seul cas... Mais pour ou contre, mais c'est l'application de la loi. Ce serait le seul cas où, en réalité, la condamnation, l'appel de cette condamnation, n'entraînerait pas la suspension de cette condamnation, avec des conséquences qui ne touchent pas seulement à la personne qui est condamnée, mais qui touchent des millions de Français et un principe supérieur qui est celui de notre fonctionnement démocratique. Madame Le Pen, si ça arrive, est-ce que vous faites appel ? Non, mais oui, mais évidemment que oui. Dans tous les cas. Mais quelle condamnation vous faites appel ? Évidemment que oui, car je suis... Mais il est con, quoi, journaliste. Jamais de la vie, Marine Le Pen ne pourrait ne pas faire appel. C'est n'importe quoi. Totalement innocent. Évidemment qu'elle va faire appel. Si je suis condamné, je ferai appel, bien Évidemment. entendu. Mais c'est encore une autre question. Les esprits machiavéliens peuvent vous prêter un détour un peu plus compliqué de dire, par exemple, si c'est 1 an d'inéligibilité, vous attendez, vous ne faites pas appel, et en 2027, vous pouvez vous présenter. Hypothèse. Mais ce sont des gens qui, encore une fois, n'ont aucun principe. Qui pensent cela. C'est-à-dire qui considèrent que mon innocence serait quelque chose sur lequel je pourrais oublier et je pourrais admettre d'être condamné alors que je suis innocent. Je suis innocent. Quand on est innocent, on défend son innocence. Donald Trump, on a même fait une image sur son mug de son identité judiciaire. On pourrait même penser que ça vous profitera. Non mais les violences qui nous sont faites, les injustices qui nous sont faites, qu'elles puissent potentiellement nous profiter parce qu'elles révèlent qu'en réalité ceux qui nous combattent politiquement pensent que leurs idées sont tellement peut-être faibles que le seul combat politique ne suffit pas et qu'il faut utiliser d'autres leviers contre nous. Que ça scandalise les Français, c'est une chose, mais il n'en demeure pas moins que moi, j'utiliserai toutes les voies de recours qui sont à ma disposition pour toute condamnation, contre toute condamnation, pour défendre mon innocence. Voilà. Marine Le Pen, la prise en otage des magistrats, tu détournes 5 millions pour ton parti et on doit rien faire sous prétexte que madame veut être présidente. Après, sûr à 100% qu'elle va prendre exemple sur Trump condamné et président d'Ofla. Mais je suis d'accord avec toi, Escoun, hein. Je suis d'accord avec ce constat. Elle suit exactement le même chemin. Vous voyez, les gars, c'est la politique française. C'est un peu un miroir de la société américaine. Genre, persécuté et tout. Trump, il nous fait un comeback, traduit en justice, nanani, je sais pas quoi. Finalement, le mec, il est président des États-Unis. Marine Le Pen suit le même chemin. De l'autre côté, on a un hors-série du feuilleton politique français où on a un Retailleau qui suit exactement le même parcours que Sarkozy littéralement. Et on a Édouard Philippe, un électron libre, où je ne sais pas, Édouard Philippe, s'il va réussir à se faire élire, on n'en sait rien, frère. Je sais pas, c'est trop comique en vrai, les gars. La politique française, elle est un peu comique. Merci, Boom, pour le sub. Merci, mon gars. Ils ont marqué... Ah ouais, inéligibilité. Au lieu de inéligibilité. Oh putain, mais les clochards. Les journalistes, les mecs, hein. Les journalistes, hein. Aïe, 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 aïe. La question des échéances, elle flotte pour tout le monde, hein. Dissolution, pas dissolution. Est-ce que pour vous, la dissolution est inévitable dès qu'elle est possible, c'est-à-dire dès l'été ? Oui, dès l'été ou à l'automne, oui, je le crois. Je pense qu'un grand pays comme la France, dans la situation qu'il vit aujourd'hui, avec l'ensemble des dangers qui pèsent sur lui, dont certains sont déjà réalisés, ne peut pas indéfiniment, et durant de très longs mois, voire années d'ailleurs, vivre sans majorité. En clair, c'est le choix du président de la République. Alors, il agira de manière libre, évidemment, mais plus ou moins sous pression. Vous lui demandez cela, vous lui demandez que dès l'automne, enfin dès l'été, dès l'automne, il y ait dissolution. Oui, bien sûr. Je lui demande d'abord de modifier d'accompagner la modification du mode de scrutin pour qu'on ait un mode de scrutin qui soit en même temps juste, c'est-à-dire proportionnel, où tous les Français puissent être représentés, mais qui réponde aussi à un autre défi, compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, qui est de permettre de dégager une majorité pour mener une politique. Encore faut-il que ce soit le cas. Certains diront, ça va entretenir l'instabilité. Il y a eu déjà tout ce long train d'instabilité. On peut pas dire que ce sera une solution, pas forcément. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça dépend de la forme de cette proportionnelle. C'est là où nous avons d'ailleurs une divergence avec François Bayrou. Mais voilà, donc je lui dis, permettez aux Français de se choisir une majorité, parce qu'on voit bien qu'en réalité, rien n'est fait là. On est à l'arrêt complet. Et on est à l'arrêt complet alors que les dangers qui pèsent... Mais tu vois, Macron, les gars, Macron, si c'est un petit malin quand même, si il aime le bordel, tu vois, moi je l'ai toujours dit, Macron c'est un peu un anarchiste, mais pas l'anarchiste version Macron. S'il veut, Macron, il peut très bien laisser la situation figée comme ça et ne pas dissoudre l'Assemblée au mois de juin, les gars. Au mois de juillet, pardon. Il peut très bien se délecter de cette situation bordélique, anarchique, institutionnellement parlant, tu vois. Parce que là, Marine Le Pen et même Mélenchon, je pense que toute la classe politique est d'accord sur ça, genre,
pour débloquer une majorité, pour débloquer la situation que Macron nous a foutue, il faut dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Mais est-ce que Macron peut prendre le risque de le faire? Parce qu'il peut aussi prendre le risque de perdre des députés macronistes. C'est un risque à prendre. Mais Macron peut très bien figer la situation et la laisser comme ça jusqu'en 2027, les mecs. Hein. Il est anti-parlementariste. Mais oui, c'est ça, les gars. Pèse sur nous. Eux continuent d'avancer, le droit, et le peuple français, et l'économie française sur leur passage. La donne aura beaucoup changé par rapport aux législatives de 2024. Cette fois, mettons que vous ayez la majorité absolue. Est-ce que vous serez disponible pour être Premier ministre? Non, je l'ai toujours dit, je ne serai pas Premier ministre. J'ai toujours dit que ce serait Jordan Bardella qui serait Premier ministre. Ça n'a pas changé. Malgré les déclarations du canard enchaîné, ça ne change pas. Donc, si Emmanuel Ils sont mal informés. Alors, si Emmanuel Macron, Alexis Kohler vous appelle le soir des résultats et vous dit venez nous voir, vous direz non. Appelez Jordan Bardella. Exactement. Oui, parce que nous travaillons avec Jordan Bardella depuis des années. Et nous travaillons avec un objectif qui est clair. Moi, c'est l'objectif de la présidence de la République, et lui, c'est l'objectif de Matignon. Pourquoi, pardon? Il y a des précédents quand même, il y a des premiers ministres, c'est compliqué, premiers ministres. Enfin, il y a des premiers ministres qui ont transformé l'essai, qui sont devenus président de la République, c'est Jacques Chirac et quelques autres. Faire ses preuves au pouvoir, pourquoi ne pas le tenter? Mais si tant est que vous ayez une majorité. On fera nos preuves. Avec Jordan Bardella en situation de cohabitation, on fera nos preuves. Voilà, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et je serai toujours à ses côtés. Voilà. Mais pourquoi elle prend pas la place de Bardella? Genre, c'est bizarre quand même. Hein. T'as l'impression que Marine Le Pen veut parachuter Bardella dans le monde politique pour qu'il se casse un peu la gueule et pour qu'elle gagne encore plus de crédit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Ouais, je sais pas. Elle aurait pu endosser le rôle des premiers ministres, hein, je comprends pas. Genre, c'est... Nous formons une sorte de duo, de binôme qui marche extrêmement bien. Mais encore une fois, nous avons travaillé, nous continuons à travailler chacun pour des responsabilités qui sont des responsabilités précises, qui ne sont pas les mêmes. Et donc, nous n'entendons pas changer cela pour des considérations de quoi? D'ego personnel, de carriérisme, d'intérêt personnel. De faire vos preuves aussi, c'est-à-dire vous êtes dans l'opposition. Mais on va faire vous êtes de l'opposition depuis toujours. On va faire nos preuves. Montrer que vous n'êtes pas seulement ministère de la parole, mais que vous pouvez tenir le pouvoir, ce serait quelque chose. Mais oui, mais enfin que ce soit moi ou que ce soit Jordan Bardella, qu'est-ce que ça change? Non, quand on élit un président ou une présidente, c'est une personne, c'est pas seulement un parti. Oui, mais en l'occurrence, quand on élit une majorité de députés, c'est précisément pour que le parti pour lequel vous avez voté puisse mettre en œuvre son programme, et c'est exactement ce que nous ferons. Une éventuelle démission du président de la République. Alors vous avez tourné un peu autour de l'idée, parfois vous avez posé des conditions. Au fond, est-ce que vous la demandez? Est-ce que pour vous, ce serait une façon de sortir de la situation? Je ne la demande pas, parce que demander la démission du président de la République ne me paraît pas conforme à nos institutions. En revanche, je ne l'exclus pas. Et je n'exclus pas du tout qu'Emmanuel Macron soit, à un moment donné ou à un autre, confronté à une forme d'obligation. Par quoi? Qu'est-ce qui pourrait le pousser à ça? Une crise politique, une crise économique majeure. Vous savez, encore une fois, le général de Gaulle, dans sa sagesse, dans la Constitution, a créé en réalité 3 leviers face à une crise politique ou à une crise économique, une crise sociale. Voilà, 3. Le référendum, qui ne se justifie pas parce qu'il porte sur un projet de loi, la dissolution, qui pourrait intervenir ou pas, c'est le choix du président de la République, et la démission du président de la République. Voilà. Bon, la dissolution pour l'instant n'est pas possible, le référendum n'a pas de sens. Aujourd'hui, là, le seul levier possible pour Emmanuel Macron, une seconde qu'Emmanuel Macron va dire je pars? Pourquoi pas? Vous le connaissez un peu. Non, je ne le connais pas si bien que ça. Quels sont vos rapports? D'abord, écoutez, c'est des rapports de président de la République avec le chef de l'opposition. Moi, j'ai rencontré, je ne sais pas, 2 ou 3 fois Emmanuel Macron en l'espace de 7 ans. Je n'ai pas de relation particulière avec lui. Mais encore une fois, au-delà du caractère, mais voilà, il peut y avoir des événements qui vous poussent à être contraint, en quelque sorte, par la Constitution. Qu'on clarifie bien, vous l'espérez ou vous ne l'espérez pas, au fond? Parce que vous avez un discours, disons, légitimiste, mais est-ce que vous l'espérez ou vous ne l'espérez pas? Alors, je vais être extrêmement clair et honnête avec vous. Tout mois subi par notre pays avec la politique ou la non-politique d'Emmanuel Macron est un mois où nous nous enfonçons dans les difficultés. Donc, moins ça dure et mieux on se porte. Vous vous êtes moqué du catastrophisme de Michel Barnier sur les risques de la censure. Alors, il en avait peut-être fait beaucoup, effectivement, mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, le chômage qui monte,
Ah oui. Ah oui, retour du chômage, la les bondo, mecs. la censure. Alors, hein. pas que c'est 100% à cause il de fait vous. mauvais, Oui. il pleut, c'est la censure. n'a pas aidé. Il y a de la Ça n'a pas sécheresse, aidé. c'est la censure. Putain, ça me rappelle, hein, à l'ancienne, tous les macronistes, ils étaient en mode la censure. C'est à cause de la censure qu'on est dans un bordel pas possible. Ils voulaient nous faire porter la responsabilité de la censure, que ce soit à gauche et à l'extrême droite qui ont voté aussi la censure. Ils ont joué les votes pour faire tomber ce gouvernement d'incapables, mais au final, ce gouvernement-là, les macronistes, ils nous ont tous fait porter le chapeau. N'importe quoi. Et dites-vous, les mecs, il y a des Français qui ont gobé ça. Hein. Attendez, je vais vous montrer un truc vite fait. Il y a des tracts en ce moment. Attends, des tracts de Bardel... des tracts de... comment on appelle ça? De Gabriel Attal. Attends. Gabriel Attal tract. Regarde ça, frère. Regardez la gueule des tracts. Non au désordre, ni LFI, ni RN, le sursaut maintenant. Non au désordre. Ces mecs-là nous ont foutus dans un désordre pas possible depuis 7 ans, les mecs. 7 ans. Le culot, les mecs, le culot. Ils ont même repris le tract. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est ridicule. Injure, RN, censure, chaos, instabilité, mais c'est à cause de vous. Dissolution, vous non plus, vous n'y comprenez plus rien. Mais ces mecs, c'est une dinguerie. Mais ces mecs sont culottés, les gars. Le culot de ces personnages politiques, vraiment. Hein. Vraiment.